Imaginez qu'en 2030, un extrémiste nommé Monsieur H prenne les rênes du gouvernement français et se mette en tête l'idée de purifier le pays et qu'ainsi toutes les personnes de confession musulmane, juive et bouddhiste doivent être selon lui réduites en cendres. Pour parvenir à ses fins, ce dictateur a recours à des moyens plus inhumains les uns que les autres et détruit des familles entières sans aucun état d'âme. Et en parallèle, imaginez que ce Monsieur H cherche quelqu'un pour l'habiller lui et ses troupes et qui promet un paquet d'argent à celui qui lui confectionnera un magnifique uniforme. Et ça tombe bien parce que vous qui m'écoutez, vous avez justement une entreprise spécialisée dans la création d'uniformes. Et donc, appâté par le gain, vous décidez de devenir le partenaire de Monsieur H, et ainsi pendant près de 10 longues années, les membres de son parti portent fièrement vos uniformes, et votre image est complètement associée au parti. Et en bon ami qu'il est, Monsieur H vous propose même des esclaves pour travailler dans votre usine, et vous, vu que vous ne pouvez pas refuser de la main-d'œuvre gratuite, vous acceptez avec grand plaisir. Et donc, grâce à cette collaboration avec Monsieur H, votre entreprise est florissante et affiche un bénéfice record. Vous coulez des jours heureux, mais un jour, le peuple finit par se soulever, renverse Monsieur H et l'élimine. À ce moment, vous avez vraiment peur pour vos fesses, car vous savez que tout le monde est au courant de votre étroite collaboration avec Monsieur H, et donc vous vous attendez à vous faire lyncher sur la place publique. Mais surprise, rien de tout cela ne va se passer. Au contraire, la plupart des gens vont oublier votre passé, et la chute de Monsieur H sera finalement seulement le point de départ de votre empire, et chaque année vous allez grossir et grossir, jusqu'à devenir l'une des entreprises les plus respectées de votre secteur. Bon, cette histoire imaginaire que je viens de vous raconter semble un petit peu tiré par les cheveux, et vous vous dites très certainement que dans la vraie vie, ceci est impossible. Car si une marque était connue pour avoir collaboré, soutenu un tyran et même accepté des esclaves, jamais de votre vie vous accepteriez d'associer votre image à celle-ci. Pourtant, ce qui est assez fou, c'est que dans la vraie vie, une marque a une histoire très semblable à celle que je viens de vous décrire, et cette marque, je la porte en ce moment même sur moi, il s'agit d'Hugo Boss. Hugo Boss est aujourd'hui l'une des marques les plus respectées et appréciées du monde du fashion. Elle est portée fièrement par les plus grandes stars de la planète ou même les hommes d'État. Pourtant, ce que beaucoup de gens ont oublié, c'est que Hugo Boss a été l'une des figures de la collaboration avec Hitler et qu'elle a habillé les membres de son parti nazi pendant plus de 10 ans. Alors comment se fait-il qu'une marque qui a fièrement associé son image à l'un des plus grands monstres de l'histoire de l'humanité soit aujourd'hui appréciée de tous et que personne ne semble lui tenir rigueur de son sombre passé? Eh bien, c'est ce que nous allons comprendre dans cette vidéo en analysant la vérité gênante derrière Hugo Boss, qui a réussi à nettoyer son image et devenir un empire du luxe alors qu'elle a habillé les nazis. Hugo Ferdinand Boss est né en Allemagne en 85 dans une ville connue pour son industrie du textile. Ses parents possédaient une petite boutique de lingerie et c'est comme ça que dès son plus jeune âge, il va développer un réel intérêt pour la mode et il finira plus tard par reprendre la boutique de ses parents. Cependant, après le début de la Première Guerre mondiale, Hugo est obligé de laisser la boutique pour prendre des armes et aller servir son pays. Et si Hugo va survivre à la guerre, il va revenir avec une nouvelle vision de ce qu'il veut faire de sa vie et souhaite avoir beaucoup plus d'impact sur la société et voire beaucoup plus grand. Ainsi, plutôt que de simplement gérer la petite boutique de ses parents, il veut créer sa propre entreprise et il transforme la boutique en un atelier de tailleur qu'il nomme très modestement de son nom Hugo Boss. Et le garçon est très doué, il se révèle en plus être un vendeur hors pair et donc en seulement quelques années, il transforme son atelier en une véritable usine et il commence à jouir d'une belle petite notoriété en Allemagne. Mais malheureusement pour lui, son expansion va être stoppée net. Car après sa défaite en 14-18, l'une des conséquences de la Première Guerre mondiale a été que l'Allemagne fut contrainte de payer aux pays vainqueurs l'équivalent de 270 milliards de dollars américains en réparation. Et ceci a commencé à vraiment peser sur l'économie allemande. Et alors que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France vivaient les années folles, l'Allemagne, elle, avait du mal à rembourser la guerre et en conséquence, les citoyens allemands ont connu une forte inflation et une grosse baisse de leur pouvoir d'achat. Et ainsi, bien que les vêtements d'Hugo Boss étaient plutôt populaires, son entreprise a commencé à prendre tarif. Et malheureusement, quand la Grande Dépression est arrivée, les affaires de Boss ne se sont pas arrangées et il a commencé à accuser le coup. Ainsi, pour sauver sa boîte, Hugo a essayé de trouver des contrats avec l'État et il a commencé à habiller certains officiels comme par exemple les policiers, mais malheureusement ça n'a pas suffi pour sauver sa boîte. Et ainsi, pour éviter de déposer définitivement le bilan, Hugo a dû commencer à licencier des employés, fermer son usine, mais ça non plus ça n'a pas suffi et il se rapprochait dangereusement de la banqueroute. Et alors que tout semblait perdu pour Hugo, c'est à ce moment qu'un petit moustachu est rentré dans l'équation et va lui proposer de faire un pacte avec le diable.
Dans les années 30, l'Allemagne était dans une situation désespérée et elle était prête à croire quiconque lui promettait de sortir de cet enfer. Et c'est à ce moment qu'un sombre personnage du nom d'Adolf Hitler est arrivé au pouvoir. Et Hugo Boss a immédiatement vu en Hitler une opportunité désespérée de sauver sa boîte. Et pour avoir travaillé plusieurs fois avec des entités gouvernementales dans le passé, Hugo savait que s'il se rapprochait du parti nazi, il allait pouvoir potentiellement être éligible pour décrocher des contrats gouvernementaux. Et donc, avec cette petite idée en tête, Hugo a commencé à traîner dans les couloirs du parti nazi et il a commencé à en devenir un fervent partisan dès 1931. Il a commencé par établir des liens avec des membres importants du parti et il savait que cela ferait de lui un candidat idéal pour produire les nouveaux uniformes des nazis. Et finalement, après un nombre incalculable de courbettes et de dîners mondains, la détermination d'Hugo va finir par payer. Quand les nazis ont finalement décidé de renouveler leur garde-robe, Hugo a décroché un contrat pour commencer à produire leurs uniformes. Et donc, avec seulement les 6 machines à coudre qui lui restaient et qu'il n'avait pas encore vendues aux enchères, Hitler a commencé à produire les uniformes des nazis. Et le gars faisait tellement du bon boulot qu'au fur et à mesure où le parti commençait à augmenter et à prendre de l'ampleur, ils lui ont confié la charge et la mission d'habiller les SS, mais également la jeunesse hitlérienne. Et grâce à cette allégeance au parti nazi, l'entreprise a vraiment commencé à gagner beaucoup d'argent. Et cerise sur le gâteau, quand Hitler a commencé sa conquête de l'Europe, il a proposé à son fidèle partenaire Hugo de la main-d'œuvre gratuite en lui proposant d'utiliser les esclaves français et polonais pour travailler gratuitement dans ses usines. Et ne pouvant pas résister à un moyen de faire baisser sa masse salariale, Hugo a accepté, ce qui a fait exploser les bénéfices de la boîte. Hugo Boss était donc en train d'amasser une petite fortune et était très fier de son partenariat avec le parti à la croix gammée et profitait allègrement de tous les avantages que ceci lui conférait. Mais problème, comme vous le savez, cette collaboration va connaître une fin brutale. En 1945, les Alliés vont réussir à s'introduire en Allemagne, éliminer Hitler et renverser le parti nazi. Les agissements d'Hugo Boss vont être connus et jugés, et Hugo, le propriétaire, va être condamné. Il sera formellement interdit de détenir une entreprise dans le futur. Finalement, après seulement 3 petites années après son jugement, Hugo Boss décédera d'un abcès dentaire mal soigné et il laissera derrière lui une boîte orpheline de son créateur et avec une terrible image de collabo collée à la peau. À ce moment, pas besoin d'être un expert en marketing pour comprendre que la boîte est en prise à de grosses difficultés et que ce n'est plus qu'une question de temps avant que celle-ci s'effondre. Pourtant, vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas ce qui va se passer. Le t-shirt que je porte aujourd'hui est la preuve que cette entreprise ne s'est pas effondrée et qu'au contraire, 80 ans après, elle est toujours là et qu'elle s'est même imposée comme un empire du fashion. Alors à ce stade, on peut concrètement se dire qu'est-ce qu'on a loupé et qu'est-ce qui s'est passé entre 1948 et aujourd'hui. Après la mort d'Hugo Boss, c'est son gendre Eugène Olly qui a repris les rênes de l'entreprise, ou du moins ce qui en restait. Et pendant les premières années, il a maintenu l'activité tant bien que mal en produisant des uniformes pour la police et les travailleurs des postes. Mais si ceci a permis à l'entreprise de survivre, la marque Hugo Boss n'était plus que l'ombre d'elle-même. Étant donné que son image était encore fortement écorchée par son association au parti nazi, peu de clients se ruaient chez eux pour dévaliser les stocks. Tout ceci ne présageait vraiment rien de bon pour la marque. Mais heureusement, le petit Eugène s'est révélé être un génie du marketing. Ainsi, au début des années 1950, Eugène s'est mis en tête de lancer une gigantesque opération de rebranding. Car il était convaincu et persuadé que le marketing à lui seul était un super pouvoir qui permettrait de redorer l'image de la marque et de relancer la croissance de l'entreprise. Ainsi, pour commencer, ils ont fait quelques campagnes timides dans lesquelles ils s'excusaient à demi-mot de leur passé et essayaient plutôt de faire valoir les racines allemandes de la boîte pour bien montrer qu'avant tout, c'était de vrais patriotes. Et même si c'était un bon début, naturellement, ça n'a pas suffi à relancer les ventes de la boîte. Vous savez, c'est tellement important pour le consommateur et l'être humain en général de montrer qu'il est en parfait accord avec ses valeurs que ce n'est pas quelques remerciements qui vont l'inviter à sacrifier sa vertu. Non, il en fallait plus. Et heureusement pour Boss, c'est à ce moment que notre ami Eugène s'est souvenu d'un concept marketing qui lui par contre serait suffisamment puissant pour inviter les consommateurs à reconsidérer leurs valeurs. Et ce concept, c'est tout simplement que le meilleur marketing qui soit, c'est d'avoir un bon produit. Si Boss parvenait à créer un bon produit d'une qualité tellement dingue que cela le rendrait irrésistible, alors peut-être que tous les doutes des consommateurs concernant leurs valeurs s'envoleraient. Et si cela vous paraît un petit peu trop facile et que vous vous dites qu'un bon produit ne peut pas à lui seul effacer des années de collaboration avec un tyran, sur le papier, vous avez raison. Mais en réalité, avec ce raisonnement, vous faites l'erreur de croire que l'être humain est une personne rationnelle, alors qu'au contraire, nous sommes tous complètement irrationnels. Et pour mieux comprendre ceci, vous devez absolument
maîtriser le concept de la dissonance cognitive. La dissonance cognitive est un concept en psychologie qui explique pourquoi les clients refusent parfois d'acheter un produit qui va à l'encontre de leurs croyances ou de leurs valeurs. En fait, la dissonance est un conflit qui se produit lorsque notre cerveau est confronté à deux valeurs contradictoires, comme par exemple acheter un produit qui nous plaît vraiment, mais qui problème provient d'une entreprise qui a un passé sombre et qui va à l'encontre de nos valeurs morales. Cette contradiction va créer une tension morale très inconfortable dans notre cerveau. Car une partie de votre cerveau va vous encourager à acheter par exemple ce polo en vous disant mais vas-y achète-le, il est trop beau, il va te permettre d'emballer plein de filles. Mais problème, l'autre partie de votre cerveau va vous dire ne l'achète pas, il va à l'encontre de toutes nos valeurs et tu vas passer pour quelqu'un qui ne respecte pas ses principes. Et ce qui est très marrant, c'est que dans ces moments de dissonance cognitive ultra désagréable pour votre cerveau, celui-ci va avoir une technique fantastique et il va essayer de réduire la dissonance en justifiant toutes vos actions grâce à n'importe quelle excuse. Et c'est là, à ce moment, que le marketing peut jouer un rôle très important. Par exemple, si au début, les excuses qu'Hugo Boss a fait ne vous ont pas énormément émoustillé, ne vous ont pas fait un énorme impact, là cette fois-ci, quand vous êtes face à un polo que vous avez vraiment envie, vous allez voir ces excuses comme véritable bouée de sauvetage qui va vous permettre de réduire la tension. Parce que inconsciemment, vous allez vous dire « Oh vas-y c'est bon, ils se sont excusés, cet achat ne va pas du tout à l'encontre de mes valeurs. » Vous savez, c'est comme si un écolo extrémiste prenait tout d'un coup 8 fois l'avion en une semaine et qu'il se disait « Bon, c'est pas grave, je vais planter un arbre pour avoir la conscience tranquille. » Sur le papier, ça n'a rien de rationnel, mais par contre, ça permet de réduire la tension dans notre cerveau. Et ainsi, c'est conscient de ce concept qu'Eugène savait pertinemment que s'il parvenait à créer un produit suffisamment bon, celui-ci serait le socle de toute leur campagne marketing. Et qu'ainsi, après, il n'avait plus qu'à communiquer de façon intelligente et fréquente pour réduire la dissonance cognitive dans la tête de ses consommateurs. Et finalement, à l'aube des années 1950, Hugo Boss a fini par trouver le produit qui allait marquer un réel tournant pour la marque, le costume. Après une demande privée pour la production de plusieurs costumes, ils ont vu que ceci plaisait énormément. Et Eugène a réalisé qu'il y avait une opportunité de repositionner la marque et de la distancer de son sombre passé. Il a donc commencé à prendre davantage de commandes de costumes et à essayer de se repositionner pour présenter sa marque comme l'experte reconnue de ce type de vêtements. Ainsi, Eugène a veillé à ce que les costumes soient élégants et fabriqués avec des matériaux de très haute qualité, et ce même si ceci était beaucoup plus coûteux à produire. Et cette décision de se positionner comme un tailleur de costumes haut de gamme a fini par porter ses fruits. Car non seulement la marque Hugo Boss est passée d'une simple marque d'uniforme à un véritable représentant de la mode allemande, mais en plus ils sont rapidement devenus une marque populaire pour les hommes en Allemagne et ils ont commencé à faire énormément de ventes. Et pour continuer à toujours plus réduire la dissonance cognitive chez ses consommateurs et à continuer d'enterrer petit à petit son sombre passé, la marque a continué à multiplier les opérations de marketing et de communication jusqu'à même symboliquement faire tellement de ventes qu'elle a dépassé son record de chiffre d'affaires et a gagné plus d'argent que lorsqu'elle avait son juteux contrat avec le parti nazi. Et au fur et à mesure, le passé de la marque a commencé à tomber aux oubliettes. Et à partir de ce moment, il y a eu un switch qui s'est passé et la marque ne communiquait plus pour réduire sa dissonance cognitive, mais au contraire, elle communiquait pour attirer l'attention sur la marque. Et ainsi, dans les années 70-80, Hugo Boss a même décidé de voir plus grand. Et ainsi, ils ont commencé à sponsoriser des événements internationaux ou même des films comme Rocky Balboa pour trouver une nouvelle audience internationale qui, elle, en plus, pour la plupart, ignorait tout de ces agissements du passé. Et à ce moment, ce fut le début de l'Eldorado pour Boss. La marque a continué à faire toujours plus de ventes, s'installant comme un empire indéboulonnable et indétrônable du monde du fashion. Ainsi, à ce stade, on peut se dire que Hugo Boss avait magnifiquement bien négocié son virage et son opération rebranding avait complètement fonctionné. Car la majorité, l'écrasante majorité de ses consommateurs n'avaient aucune idée de ces agissements du passé et donc elle avait complètement réussi son opération de rebranding. Malheureusement, un lourd secret comme celui d'Hugo Boss ne reste jamais éternellement secret. Et de temps en temps, les fantômes du passé réapparaissent. En 2013, Russell Brand a reçu un prix GQ lors d'un événement sponsorisé par Hugo Boss. Et voici ce que l'acteur a dit. I mention that only to make this next comment a bit lighter, because if any of you that know a little bit about history and fashion will know that Hugo Boss made the uniforms for the Nazis. And the Nazis did have flaws, but, you know, they did look fucking fantastic, let's face it. While they were killing people on the basis of their religion and sexuality. Genocide quips are okay. No, it's okay. It's okay. It's already been sanctioned. It's all cool.
Cette terrible sortie de Russell Brand prouve que même 100 ans après, Hugo Boss doit toujours faire face de temps en temps à ces fantômes du passé. Encore aujourd'hui, malgré tous les efforts marketing qu'ils ont faits, Hugo Boss est toujours obligé d'allouer un budget marketing pour réduire la dissonance cognitive chez ses consommateurs qui pourraient être éventuellement freinés par son sombre passé. Par exemple, dans cette optique, en 1999, Hugo Boss a même créé un fonds pour rembourser les travailleurs esclaves qui avaient œuvré dans leurs usines. Et chose encore plus folle, en 2011, ils sont même allés plus loin et pour la première fois dans leur histoire, Hugo Boss s'est publiquement excusé en publiant une déclaration exprimant leur profond regret envers ceux qui ont subi des préjudices ou des difficultés dans l'usine dirigée par Hugo Boss sous le régime nazi et que aujourd'hui, Hugo Boss est maintenant fier de s'impliquer dans des organismes de bienfaisance axés sur l'éducation et le soutien dans les régions de développement. Ainsi les amis, il y a deux conclusions marketing à faire de cette vidéo. Premièrement, on se rend compte que l'image que les consommateurs portent à une marque est incroyablement difficile à modifier. Et comme le prouve le cas Hugo Boss, même 80 ans après ses erreurs du passé, la marque est toujours obligée de dépenser un budget marketing pour améliorer son image et s'excuser auprès de ses consommateurs. Ainsi, on peut même se demander si cela n'aurait pas été plus judicieux et plus simple de tuer la marque et de changer de nom pour faire table rase du passé. Mais d'un autre côté, on a vu aussi que l'être humain n'était pas une personne rationnelle, et donc une mauvaise image ne veut pas forcément dire que moins de personnes vont acheter votre produit. Et j'en suis la preuve vivante en faisant devant vous cette vidéo avec ce polo Hugo Boss. Car évidemment, je n'ai pas besoin de vous préciser que je condamne à 2000 milliards de pourcents les agissements d'Hugo Boss dans le passé, et que mes valeurs sont aux antipodes de ça. Mais au fond de moi, j'ai toujours adoré l'image que le vêtement Hugo Boss renvoie, et donc j'ai toujours acheté des dizaines et des dizaines de polos. Et le jour où j'ai appris l'histoire entre le parti nazi et Hugo Boss, mon cerveau a immédiatement trouvé des dizaines de justifications logiques pour prouver que porter ces vêtements n'allait pas à l'encontre de mes valeurs pour réduire ma dissonance cognitive. Je me suis dit par exemple, oh ça va, c'était il y a longtemps, maintenant les choses ont changé, regardez comme le prouvent leurs actions marketing, maintenant ils œuvrent pour le bien, donc non, ça ne va pas à l'encontre de mes valeurs. Et si évidemment sur le papier tout ça ne suffit pas et qu'il n'y a rien de rationnel là-dedans, inconsciemment moi je me dis que ça me va, tout simplement parce que je suis une personne complètement irrationnelle, tout comme vous. Ainsi, toutes les actions et les attaques contre Hugo Boss comme celle de Russell Brand ne vont certainement pas mettre la marque en danger et ne vont pas dissuader les consommateurs d'acheter leurs produits. Et au contraire, j'irais même jusqu'à dire que ça leur permet de faire quelques unes de couverture, de passer dans des journaux télévisés ou même dans des vidéos YouTube comme celle que vous êtes en train de regarder. Alors, est-ce que ce lourd passé est encore un poids pour eux aujourd'hui ou au contraire, indirectement, ça leur permet d'obtenir plus d'attention et donc de toucher de nouveaux consommateurs ? Je suis très curieux d'avoir votre avis dans les commentaires. Les amis, j'espère que ce type de format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à m'exploser le bouton des likes. Comme ça me donnera envie d'en faire d'autres. En tout cas, pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. À très vite.